Comment faire face à l'afflux de migrants en France? Ce week-end, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a exposé les projets du gouvernement. Une politique annoncée comme plus ferme et plus efficace, avec notamment 3500 nouvelles places dans des centres d'accueil en 2018. La volonté aussi de mieux distinguer les réfugiés victimes de persécutions des migrants économiques. On va en parler avec notre invité, Shaden Diab. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de l'initiative Green Refugees pour la création d'un camp modèle et l'amélioration des conditions de vie des réfugiés. Parlons d'abord de ces annonces du gouvernement de Gérard Collomb. On l'a vu dans les colonnes du journal du dimanche. 3500 places pour des demandeurs d'asile, c'est suffisant pour vous pour 2018 ? À mon avis, la réponse, elle n'est pas à la hauteur des problèmes, en fait. Le problème aujourd'hui, il est beaucoup plus important que ça. Le problème aujourd'hui, c'est de retrouver des réfugiés qui sont, en fait, dans des centres d'accueil saturés, dans des conditions, en fait, inhumaines. La réponse doit être digne par rapport à ces problématiques-là. On voit aujourd'hui que, déjà, de parler qu'il faut distinguer les réfugiés demandeurs d'asile et les réfugiés qui viennent, en fait, de demande économique, c'est normal, c'est un des premiers procédés quand les gens déposent une demande à la préfecture, parce que c'est pas la même chose. On ne va pas traiter un demandeur d'asile comme quelqu'un qui demande en fait au niveau qui vient à cause des conditions économiques. 3500 places, c'est peu. Est-ce que ça va résoudre un problème? Je ne suis pas sûre, en fait. Est-ce que c'est vraiment à la hauteur de ces problèmes-là qu'on fait face aujourd'hui en France? Alors concrètement, justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire lorsque le gouvernement dit on va réduire, il y a un projet de loi normalement qui va être discuté à la rentrée pour réduire le temps de réponse de l'administration française face à ces demandes d'asile, limité à 6 mois maximum, c'est déjà une avancée importante. C'est une avancée importante, mais en même temps, en attendant les 6 mois, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces réfugiés-là qui se retrouvent dans la rue? À Paris, à Dunkerque, on voit, moi je prends un exemple un peu, ce dossier-là, pourtant que monsieur le maire de Dunkerque, monsieur Carême, qui a essayé en fait de lancer des alertes par rapport aux conditions des enfants, des populations fragilisées qui se trouvent aujourd'hui après que le camp elle était brûlé. C'est un des camps qu'il a ouvert en mars 2016 avec des conditions qui étaient quand même intéressantes et un modèle peut-être à reproduire ou le repenser différemment. Aujourd'hui, les enfants se trouvent à dormir en fait par terre, les populations fragilisées, les femmes ils sont inquiètes parce que il y a des conflits qui s'éclatent le soir. On voit les associations humanitaires qui viennent par ailleurs qui se plaignent aussi d'agressivité des donneurs d'ordre, la police aussi, l'agression qu'ils font aussi sur place. Et il y a un vrai problème. Déjà, pendant les 6 mois d'attente, qu'est-ce qu'il faut présenter? Comment aussi travailler avec aussi les responsables de territoire sur place? Il y a des gens de bonne volonté, comme monsieur le maire en fait, de Dunkerque, qui lance, il dit, moi je suis prêt à offrir mon service, à refaire, à repenser les camps différemment. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et on voit que le maire de Dunkerque est peut-être plein de bonne volonté, mais on voit par exemple que la maire de Calais, elle ne veut même pas se soumettre à la justice, qui a réclamé qu'il y ait des points d'eau, des sanitaires pour les réfugiés qui sont encore présents à Calais. Mais on comprend qu'il y a aussi derrière ça, en fait, l'énervement d'une population locale qui subit, en fait. Aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est ouvrir le dialogue. On voit aujourd'hui, moi je prends l'exemple aussi d'Atis-Mons, qui est un bidonville qui est pas très loin en fait de Paris, à Orly. On voit par exemple que le maire d'Atis-Mons, il dit non scolarisation des enfants, et pourtant ces gens-là, ils ont un statut de réfugiés, ils ont en fait les papiers. Et là, peut-être il faut ouvrir en fait un débat avec débat public, normalement, parler, rassurer les populations, travailler avec les gens qui sont pour et pour, enfin même il faut dialoguer avec les deux et essayer de faire un plan d'action qui peut intégrer un peu tout le point de vue et rassurer en même temps les populations locales. On ne peut pas ignorer le problème parce qu'on va arriver un jour, il ne faut pas oublier que ces endroits-là, si on reste sans centre d'accueil et sans vraiment surveillance, c'est un endroit malheureusement propice à des réseaux criminels et d'autres réseaux en fait de prostitution ou autre chose. Vous avez le sentiment que le dialogue, ça ne fait pas partie de la façon de faire, de procéder du gouvernement actuel? Je pense non. Aujourd'hui, il faut ouvrir le dialogue. Il faut ouvrir le dialogue avec tout le monde et il faut essayer en même temps engager les populations avec en fait pour les rassurer que c'est aussi pour la sécurité des populations de trouver des endroits et sécuriser ces gens-là qui sont sur nos territoires et qui doivent bénéficier quand même de notre protection.
Le problème, on le sait, il reste entier en Méditerranée. Plus de 111 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer depuis le 1er janvier. Beaucoup sont secourus par des patrouilles italiennes, mais aussi par des ONG. Et pour empêcher ces migrants d'arriver en Europe, eh bien, des militants d'extrême droite viennent de se donner une mission, de repousser les embarcations vers la Libye. Et pour cela, eh bien, ils ont affrété un navire. On va voir les détails avec Florence Gaillard. Pas de racistes ici, ou bien dégage, sont parmi les inscriptions qu'on pouvait trouver dimanche dans le port de Zarzis en Tunisie. Pour ces pêcheurs, pas question que le Cestar accoste ni se ravitaille chez eux. Le navire affrété par des Européens d'extrême droite a donc dû passer son chemin. Samedi, il était au large des côtes libyennes à la poursuite de l'Aquarius. L'Aquarius est le bateau des ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières. Sa mission, secourir les migrants qui tentent de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Mais pour l'équipage du Cestar, ces ONG participent au trafic illégal des passeurs. Nos objectifs sont de nous documenter et de montrer au monde entier le vrai visage des ONG et les liens qu'ils entretiennent avec les mafias de passeurs. Nous voulons couler systématiquement les bateaux vides de passeurs lorsque nous en croisons. Et si nous en croisons avec des migrants à l'intérieur, nous les raccompagnerons systématiquement sur les côtes africaines. Dimanche, l'Aquarius a mené le sauvetage de ces migrants africains qui partaient à la dérive sur leur embarcation de fortune. Depuis le début de l'année, au moins 2000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée. Voilà pour cette initiative de militants, il faut bien le rappeler, d'extrême droite. Ils affirment tout de même, et on l'entend régulièrement, que les associations d'ONG qui viennent en aide aux migrants en pleine mer Méditerranée, finalement contribuent un peu aussi à ce qui est devenu un vrai phénomène, on le sait, qui alimente aussi beaucoup des passeurs, notamment sur les côtes libyennes. Mais aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les gens mourir en plein mer. On voit déjà qu'il y a des cimetières qui existent, comme les pêcheurs tunisiens, qui sont en train de prendre cette position que je trouve très courageuse. Et en même temps, eux, ils sont en train même de pêcher les corps des migrants qui sont morts. On a vu ça en fait dans un article à Libération. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir ce comportement pareil, parce que c'est en fait en mer ou sur terre. C'est un comportement raciste, c'est un comportement malheureusement en fait qu'on l'a déjà vu. L'Europe a déjà souffert des problèmes d'extrême droite et on ne peut pas accepter ce genre de choses. Il faut peut-être une police. L'Italie aussi a demandé aux ONG d'adopter un système très clair de code de conduite. Si les ONG aujourd'hui ils ont tort, oui, il n'y a peut-être pas présence de police en fait, ou la police de la mer en fait. Il faut vraiment ces eaux en fait territoriaux internationaux, ils doivent avoir peut-être des gendarmes ou des polices qui peuvent en même temps juger qu'est-ce qu'il faut faire. Mais on ne peut pas laisser des gens réagir de cette façon-là, de repousser les bateaux. C'est pas à eux de faire ce genre de choses. Ça fait des années que cette crise dure maintenant. On sait que l'Italie est débordée. C'est sur les côtes italiennes que débarquent la plupart de ces migrants. L'Europe ne s'est toujours pas organisée finalement à la hauteur de ce qui est en train de se passer. Le problème, malheureusement, il a des racines. Il y a des solutions qui doivent avoir lieu à moyen terme, à long terme, et il faut réfléchir à ce problématique-là. Pourquoi les gens ils viennent en Europe? C'est quoi le cœur de problème? Le cœur de problème, c'est économique, c'est la corruption, c'est les conflits, c'est que ces gens-là, ils ont plus d'eau, ils ont plus rien à manger chez eux, et pour ça, en fait, ils prennent le bateau, qui aussi, c'est pas gratuit parce qu'il quand même, il faut qu'ils payent des passeurs. Et puis ils risquent leur vie. Ils risquent leur vie. Alors, les problèmes, ils sont à long terme. Oui, il faut réfléchir là-dessus, mais en même temps, à moyen terme, il faut une intervention organisée et en même temps avec des gens sur le gouvernement ou la Commission européenne, et pas laisser des ONG extrémistes se comporter ainsi. Mais par exemple, lorsque Emmanuel Macron proposait la création de hotspots en Libye, c'est-à-dire venir à la rencontre finalement de ces réfugiés pour envisager quel peut être leur statut avant même qu'ils tentent la traversée, ça c'est une solution qui est possible selon vous? Pourquoi pas, mais la Libye aujourd'hui, dans quelle situation? La Libye malheureusement aujourd'hui dans un contexte malheureusement déstabilisant, on sait pourquoi, parce que la Libye il y a quelques années c'était quand même une barrage et un endroit en fait qui permettait aux Africains de venir travailler avant de passer la Méditerranée, mais là, malheureusement avec les conflits qui s'est éclaté en Libye, qui était aussi, désolé, la France quand même il a un rôle malheureusement dans l'ouverture de ce conflit. Aujourd'hui, on ne peut pas quand même créer en fait un hotspot déjà dans un endroit qui est déjà déstabilisé. Et du coup, quand vous parlez d'une intervention organisée entre les États européens,
Concrètement, qu'est-ce que vous attenderiez? Il y a en fait, par rapport à la Commission européenne, il faut vraiment une discussion entre ces pays-là au niveau des quotas, par rapport à les quotas au niveau de l'Allemagne ou au niveau de la France, au niveau d'autres pays. Le respect en fait des droits de l'homme, le respect de la signature en fait qui était fait à la Commission européenne au niveau de la distribution par rapport à ces arrivées des migrants, et réfléchir en même temps comment il faut faire, parce que ça va pas s'arrêter. Même si on dit aux migrants on va vous repousser, on va pas créer des centres d'accueil, on va vous affamer, ça va pas s'arrêter là. En 2050, il y aura plus que 250 millions de réfugiés climatiques qui vont venir. On voit l'effet de la changement climatique, ils vont prendre le bateau pour venir en Europe parce qu'il y a des endroits qui vont être extrêmement impactés par le changement climatique, et ça va pas s'arrêter là. Il faut vraiment un vrai plan, des camps peut-être qui peuvent s'intégrer en fait dans le paysage, qui peuvent dynamiser le territoire, des solutions innovantes, réfléchir autrement sur le problème et prendre un peu plus d'auteur. Merci beaucoup Shaden Diab d'être venu sur le plateau de France 24 pour nous parler de cette question très sensible des migrants. On va marquer une